ASBL Elea. Elea est une plateforme d'information et un centre de formation dans le domaine de l'éco-construction. Notre mission, promouvoir les techniques de construction durables et respectueuses de l'environnement. Le cluster éco-construction est quant à lui un réseau de 270 experts et entreprises du domaine de l'éco-construction. Il sensibilise, informe, donne des formations, représente le secteur auprès des instances publiques et œuvre à son développement économique. Les rendez-vous du biosourcé sont des séances d'information en ligne d'une durée de 1h30 qui font la part belle aux écomatériaux 100% recyclables, naturels et à haute performance énergétique issus de la biomasse végétale ou animale. Nous vous proposons donc aujourd'hui tranquillement de découvrir assis derrière votre écran les avantages et les qualités de ces écomatériaux et leur application à la construction. Notre invité spécial du jour, la ouate de cellulose. Et c'est avec Pierre Civil de chez Isoproc que nous allons tout apprendre sur ce fabuleux écomatériau. Pierre, qui est architecte civil de formation, qui est product manager IQ3 et XFloc et ainsi que conseiller chez Isoproc. Alors, quelques mots sur le déroulé de cette séance d'information et le mode d'emploi de la plateforme. 1 heure de présentation, 30 minutes de questions-réponses. Vous pouvez interagir en direct avec Pierre grâce au chat de questions-réponses situé en bas à droite de votre écran. Pierre sélectionnera certaines questions et y répondra à la fin de sa présentation. Il vous proposera également de répondre à des mini-sondages afin de connaître votre avis sur la question et les réponses s'afficheront sous votre écran sous forme de graphique. Alors, vous pouvez bouger la petite fenêtre où se trouve la tête du présentateur, du formateur. En cliquant dessus avec votre souris, vous pouvez la déplacer. On vous conseille de la mettre en bas à droite de votre écran pour plus de visibilité lors de la présentation. Vous pouvez également augmenter ou diminuer le volume lors de la diffusion des films. Et vous trouverez un petit curseur en bas à gauche de votre écran afin de pouvoir diminuer ou augmenter le volume à votre guise. Voilà, j'en ai assez dit. On rentre dans le vif du sujet. Pierre, c'est à toi. Merci Elsa. Merci à Elea et au cluster éco-construction de nous donner l'occasion aujourd'hui de parler des isolants biosourcés en ouate de cellulose. Biosourcés, on va parler de biosourcés, mais pas que. On ne va pas parler que d'écologie et vous allez comprendre que l'exposé que je vais vous faire aujourd'hui pour vous présenter la ouate de cellulose sera très pratique et donc on va parler de plein d'aspects liés à l'isolation qui ne sont pas directement écologiques parce qu'en fait, l'isolation en ouate de cellulose, c'est surtout magique. Voilà. Je vais commencer par me présenter. Je travaille chez Isoproc depuis 6 ans. Je suis responsable du produit, c'est-à-dire que je suis la personne de contact pour toutes les personnes qui vont placer le produit. Donc, les entrepreneurs qui souhaitent commencer à placer la ouate de cellulose, je les rencontre, je leur donne les formations, je les informe sur les machines d'insufflation et je réponds à toutes leurs questions techniques sur l'insufflation, mais aussi, et on va tout de suite entrer dans le vif du sujet technique aujourd'hui, aussi sur les 2 aspects très importants de l'isolation, à savoir d'un côté l'étanchéité à l'air et de l'autre côté l'étanchéité au vent et à la pluie. Alors, avant de commencer, je voudrais bien savoir un petit peu quel est mon public aujourd'hui pour un tout petit peu adapter le contenu. Et donc, vous pouvez répondre au quiz ici qui va se présenter. Donc, n'hésitez pas à répondre. C'est juste que je puisse un peu bien comprendre quel est votre parcours et que je puisse adapter mon exposé. De toute façon, les votes sont toujours anonymes. Et n'hésitez pas à me dire qui vous êtes et surtout quelle est votre activité professionnelle principale. On est en petit comité aujourd'hui, donc ça va être chouette. Donc je vois que 9 personnes sur 13 ont répondu.
Merci. Ah, je vois qu'il y a encore une personne qui a répondu. On va arrêter le vote. Donc, je ne vois pas les résultats sur mon écran. Donc, on va poursuivre le cours de l'exposé. Je vais vous parler de Isoproc. Pour commencer, c'est pas pour faire une présentation d'entreprise, c'est pour que vous compreniez vraiment quelle est la philosophie avec laquelle Isoproc aborde l'isolation thermique. Je vous parlerai aujourd'hui aussi de la ouate de COQ3 en vous montrant que c'est un matériau qui a fait ses preuves depuis longtemps, depuis plus de 100 ans. Un produit de qualité qui est fabriqué en Belgique, qui a une très bonne résistance au feu et une garantie de non-tassement, dans la mesure, évidemment, où il est placé par des professionnels qui sont formés sérieusement. La ouate de cellulose, c'est surtout un matériau moderne, même s'il est très ancien, car il permet un remplissage intégral des compartiments. Compartiment, qu'est-ce que c'est un compartiment? Un compartiment, c'est simplement l'espace creux qu'on va remplir d'isolant. Donc, c'est un mot que je vais utiliser beaucoup pendant la formation aujourd'hui, les compartiments. Et quand le compartiment est rempli intégralement, on évite déjà beaucoup des problèmes. La cellulose est aussi un matériau moderne, dans ce sens qu'il est rapide à placer, il est pratique et il ne génère pas de déchets. Il est utilisé dans beaucoup d'applications. Il a extrêmement peu de critères d'exclusion et surtout, il est utilisé dans deux toitures très courantes de nos jours, à savoir la toiture plateforme, la toiture plate, et la rénovation des toitures inclinées par l'extérieur, ce qu'on appelle la toiture sarking. Et enfin, je vous expliquerai pourquoi la cellulose, ce matériau biosourcé, est tellement durable. Alors, chez Isoproc, évidemment, comme tout le monde, on cherche à fournir des produits et des solutions qui sont confortables et qui sont sains, mais on va surtout s'intéresser à la performance à long terme. Et donc, je vais vous montrer ici avec mon curseur le graphe de gauche où vous voyez qu'on a calculé des performances théoriques ici sur le graphique et que dès le début, dès la construction du bâtiment, on a des performances qui sont diminuées. Pourquoi? Eh bien, on va le voir en détail dans cet exposé, mais il s'agit de s'intéresser au produit et au placement du produit. Et quand le produit n'est pas bien placé, on a directement un écart et les performances même, par le temps, peuvent se détériorer. La durée de vie dans laquelle on se situe, le centre d'intérêt pour la ouate de cellulose, ce n'est pas 10 ou 20 ans, on travaille sur des durées beaucoup plus longues, 30, 40 ou 50 ans. Et donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment on peut, à partir d'une performance théorique calculée, on peut obtenir une performance réelle dans la pratique qui est identique et que cette performance soit maintenue tout au long de la durée de vie du bâtiment. Donc, Isoproc va s'intéresser pour faire ça à produire des produits de qualité et aussi à bien les placer. Si vous avez un bon produit qui est mal placé, vous n'obtiendrez pas le résultat escompté. Et donc, on va faire dès le début, c'est-à-dire il y a 30 ans, on a commencé avec la ouate de cellulose qu'on a introduite en Belgique et on a introduit en même temps directement deux concepts, deux produits qui vont avec l'isolation, à savoir l'étanchéité au vent à l'extérieur. Chez Isoproc, on travaille avec des panneaux de sous-toiture, c'est-à-dire des panneaux de fibres de bois qui sont rigides et qui s'emboîtent. Donc, du côté extérieur, l'étanchéité à la pluie et au vent, et du côté intérieur, il faut travailler sur l'étanchéité à l'air. Il faut empêcher l'air de traverser le bâtiment et d'aller se condenser dans la paroi. Donc, on va travailler sur des couches d'étanchéité à l'air qui sont des plafonnages dans des constructions traditionnelles, mais qui peuvent être aussi des membranes frein-vapeur
que vous connaissez aussi probablement aussi bien que moi. Donc, on va s'intéresser au placement, ce qui veut dire qu'on va donner des formations et qu'on va aussi faire beaucoup de tests d'étanchéité à l'air pour voir un peu quel est le comportement des produits dans la réalité. En 2013, on a l'occasion de commencer la production de watts de cellulose en Belgique, en région wallonne, à Achen, près de Ciney. Et c'est ce produit que je vais vous expliquer en détail aujourd'hui. Alors, la cellulose, c'est un matériau qui a fait ses preuves depuis longtemps. Peu de gens le savent, mais en réalité, la cellulose a été inventée vers 1900, c'est-à-dire plus de 100 ans, 120 années, et a été beaucoup utilisée aux États-Unis et au Canada. Il faut savoir que dans ces pays, ils ont construit énormément, ils ont construit rapidement, donc ils ont construit beaucoup en bois aussi, et la cellulose peut donc remplir parfaitement les ossatures aux États-Unis et au Canada. Au début, ils ont travaillé beaucoup avec de la ouate de cellulose qui était fabriquée avec des matériaux disponibles localement. Donc, il y avait aussi du coton, il y avait aussi des fibres de chanvre, etc. Le matériau qu'on connaît aujourd'hui et qui a été introduit en Europe dans les années 1970, c'est la cellulose à base de papier journal, exclusivement. Donc, je vous ai mis quelques petites photos pour vous replonger dans le contexte. Mais c'est vrai que la cellulose, ça fait vraiment longtemps qu'on en utilise. C'est très culturel aux États-Unis et au Canada. On utilise beaucoup plus de cellulose qu'en Europe. C'est une question d'habitude. C'est pour ça que je vous remercie d'être aujourd'hui présent, parce que vous allez connaître mieux le matériau cellulose et vous serez plus apte à le prescrire dans vos cahiers des charges et à le placer dans les bâtiments. Alors, en Belgique, on va produire la ouate de cellulose. Et comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, j'ai prévu ici une petite vidéo que je vais vous faire passer maintenant, dans laquelle je ferai quelques interruptions parce qu'elle est assez courte et je vous donnerai quelques mots d'explication complémentaires. Donc, vous voyez, la première étape, c'est bien le papier journal. Le papier journal constitue 90% de la matière première. Et donc, on a du papier journal qui est, comme vous le voyez ici, très, très propre. On utilise du papier journal qui est non lu, c'est-à-dire du papier journal qui vient des imprimeries, des centres de distribution et qui est le plus propre possible, le plus pollué, pas de graisse, pas d'humidité. On va voir que ce papier journal, en plus, on va exercer un contrôle à l'entrée de la ligne pour vérifier si on sait enlever encore des pollutions éventuelles, des morceaux de plastique, des morceaux de métal, des papiers journaux glacés éventuellement. Le papier journal glacé, c'est pas du tout, le papier glacé, c'est pas intéressant. C'est plein d'encre et nous, ce qu'on veut, c'est des belles fibres de cellulose bien longues pour bien isoler. Vous voyez ici les deux grands sachets qui contiennent nos additifs. Donc, au papier journal, on va rajouter de l'acide borique à raison de 3% et du sulfate de magnésium à raison de 6-7%. Je vais vous montrer juste après à quoi servent ces additifs et quelles performances ils permettent d'obtenir. Voilà, vous avez une cuve ici avec un réservoir plein de papier journal qui est déjà déchiqueté. On ne va jamais couper le papier journal. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir de très longues fibres. Et donc, on va déchiqueter le papier journal jusqu'à en faire des toutes petites fibres bien longues. Là, on a encore les morceaux de papier journal. Vous voyez ici, on est à l'étape de l'emballage. Vous voyez que la cellulose, les fibres de cellulose ont été compactées. Et donc, ça va être très important, je vais vous expliquer ça tout à l'heure, de comprendre ce qu'on fait avec les celluloses compactées. Et évidemment, avant de pouvoir isoler, il va falloir décompacter la cellulose. Donc, on la compacte pour le transport, tout simplement.
vous avez vu les sacs de cellulose. Il faut savoir que les sacs de cellulose, avant qu'ils soient embarqués sur les camions pour être livrés sur les chantiers, nous effectuons des tests de qualité quotidiens. Et c'est bien ce que je vous disais en introduction. Nous cherchons chez Isoproc à fournir un matériau d'une qualité la plus irréprochable possible. Et donc, on a une personne qui travaille à temps plein sur les tests qualité à notre usine. Les tests sur le tassement, les tests sur la densité. Vous voyez ici les tests pour calculer la valeur lambda du produit. Ce sont des tests que nous effectuons quotidiennement. Voilà, je reprends avec vous les éléments principaux de la production parce que ça a été assez vite. Toutes les deux vidéos que je vais vous montrer, c'est sur la production et c'est sur le comportement incendie. Vous pouvez les retrouver sur notre site internet, sur le site YouTube, sans problème. Alors, le papier journal sans polluant est vraiment la matière première à 90%. Le papier journal est issu des arbres, donc on peut faire attester le produit comme étant biosourcé. On va rajouter des additifs parce que ça va nous permettre de donner des excellentes propriétés techniques. Alors, l'acide borique à 3% est utilisé comme protection contre la moisissure, les rongeurs et l'incendie. Le sulfate de magnésium est additionné pour la protection incendie. Et je voudrais vous montrer, pour que ce soit concret pour vous, parce que parfois c'est une idée qui circule encore, que la cellulose brûle, mais elle a quand même un comportement protecteur en cas d'incendie. Donc, on va maintenant regarder un deuxième petit film et je me permettrai aussi de faire certaines interruptions pour vous montrer la disposition du test. Voilà la disposition du test, je vous fais un arrêt sur image. On a donc 3 compartiments, un avec du XPS, un avec de la laine de verre et un avec de la ouate de cellulose. Et derrière chacun des compartiments, on a mis une personne ou un mannequin. On va donc faire brûler la cellulose par l'autre côté, enfin le matériau isolant par l'autre côté, et on va voir à partir de quel moment, on va voir comment le matériau se comporte. Alors voilà pour ce jeu, j'ai dit que c'était une journée importante pour nous tous ici et pour une personne en particulier qui peut se mettre ici derrière un compartiment. Donc voilà, on commence le test, on va commencer à faire brûler l'isolant. Donc comme je vous ai dit, cette vidéo-ci est assez courte, elle dure 3 minutes. Vous pouvez la retrouver sur YouTube et vous pouvez aussi retrouver la version longue qui fait 10 minutes, qui est en temps réel. Et si vous voyez sur la droite de l'écran, je ne sais pas si vous avez bien déplacé votre petit écran où on voit mon visage. Sur la droite de l'écran, vous allez voir le temps pendant lequel on brûle. Donc le XPS, on va le faire brûler pendant 1 minute. Après, on s'arrête parce que ça brûle trop. Il y a trop de fumée, il y a des gouttes qui tombent sur le sol. Et maintenant, on brûle la laine de verre. Donc, c'est la même flamme qu'on utilise pour les 3 tests, évidemment. Et on peut constater que la laine de verre ne va pas brûler à proprement parler. Elle ne va pas dégager énormément de chaleur, mais elle va fondre en quelque sorte, elle va se rétracter et donc on va voir assez vite un trou dans le compartiment et le mannequin qui est derrière le compartiment est en danger. Voilà. On est maintenant à 1 minute 30, on est maintenant à 2 minutes pour arrêter de brûler. Et maintenant, on brûle la ouate de cellulose. On va commencer le test et faire brûler pendant 2 minutes.
Quand on fait un zoom sur la combustion, on voit vraiment le rougeoiement. Donc, ce qui est noir, c'est ce qui a été déjà brûlé. Ce qui est rouge, c'est ce qui est encore en train d'être en combustion. Et vous allez voir que cette image va rester jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, on va arriver à 2 minutes ici sur le petit chrono. Et puis, on remettra encore 2 minutes supplémentaires. La personne derrière ne sent aucune chaleur, il n'y a aucun danger. La personne est détachée après 2 minutes. Et on continue à brûler. Donc voilà, il y a une spectatrice qui peut venir constater qu'il n'y a pas de chaleur de l'autre côté de la paroi. Quand par exemple pour la laine de verre, on avait obtenu un percement intégral de l'épaisseur, ça fait environ 23 cm d'isolant dans chaque fois. Voilà, et c'est un petit peu cette image-là que je voudrais que vous reteniez du comportement en feu de la cellulose qui est comme une poutre en bois massif dans une vieille grange. La poutre va brûler en surface et une croûte carbonée va se former. Et en dessous de la croûte carbonée, le matériau est intact. Bon, là, il est un petit peu chaud, mais je sais quand même toucher avec mes doigts. Donc, c'est le fonctionnement un peu protecteur de la cellulose. Voilà, donc ces additifs, vous voyez à quoi ils servent maintenant et je pense qu'on est tous contents qu'ils soient présents dans la boîte de cellulose. Donc, ces additifs, vous pouvez retenir cette image. La boîte de cellulose va en réalité brûler en surface, mais ne va pas fondre et ne va pas couler, c'est-à-dire qu'elle ne va pas provoquer des foyers de feu supplémentaires. Et c'est vraiment cette couche noire carbonée qui va fonctionner comme protection. Il faut savoir qu'il y a une utilisation un peu particulière, mais assez efficace de la boîte de cellulose. Dans certains bâtiments de parking, des grands bâtiments de parking, vous savez que ces bâtiments sont construits en béton armé. Et en réalité, sur le plafond, on va projeter 3 ou 4 cm de boîte de cellulose, ce qui va permettre de faire un écran pour les flammes et un écran pour la chaleur, de sorte que les planchers en béton armé restent froids, ne chauffent pas trop vite. Parce que quand les aciers du béton armé chauffent trop, eh bien, c'est l'effondrement de la structure. Et donc, la boîte de cellulose est rajoutée par en dessous pour rajouter 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes de temps aux pompiers pour arriver et intervenir sur les lieux et sauver des personnes. Et donc, vraiment, la cellulose comme couche protectrice dans une construction légère et même dans une construction lourde, c'est très utile. Alors, le dernier petit additif qu'on ne voit pas dans la vidéo, c'est l'huile de lin. L'huile de lin est rajoutée en très faible quantité, moins que 1%, et permet d'agglomérer les toutes petites poussières qui resteraient, qui n'auraient pas été aspirées dans le processus de fabrication. On est vraiment là sur un aspect qui permet de garantir un meilleur confort à la personne qui place la cellulose. Alors, un bon produit, c'est évidemment, comme je vous ai montré, un produit qui a des bonnes caractéristiques techniques, mais c'est aussi un produit qui ne va pas tasser. Et donc, on va travailler chez Isoproc sur la garantie de non-tassement. D'ailleurs, je fais un petit clin d'œil et un petit salut sympathique aux autres producteurs de boîtes de cellulose que nous, à savoir que chaque fabricant a aussi une garantie de non-tassement en boîte de cellulose. Voici à quoi ressemble le dispositif de test. C'est donc un caisson qui fait 60 cm de large, jusqu'à 45 cm de profondeur et qui fait 3,5 m de hauteur. Ce caisson va être soumis à des vibrations. Les vibrations ont pour but de forcer le matériau à se tasser et on va regarder si le matériau tasse effectivement. Alors, on va s'arranger pour déterminer la densité, c'est-à-dire la quantité de matière qu'il faut mettre pour que le matériau ne tasse pas. On va, chez Isoproc, choisir des paramètres de test, des paramètres de vibration qui sont plus exigeants que la norme européenne pour justement garantir un produit de bonne qualité.
Alors, avant qu'on continue, je voudrais vous demander d'abord si vous avez de la connaissance sur la ouate de cellulose, qui en a jamais entendu parler, qui en a déjà entendu parler, qui l'a déjà vu ou qui l'a déjà touché. Il y a déjà 11 personnes sur 14 qui ont voté. 12 personnes, merci. Le vote est anonyme, de toute façon, ce n'est pas une question très indiscrète. Ah, 13 personnes. Encore une personne qui pourrait voter, si possible. Là, je pense qu'on peut arrêter le vote. Je ne sais pas si on sait voir les résultats. Les résultats ne sont pas disponibles pour le moment. Mais donc, merci d'avoir voté. On reprend la présentation. Et je vais faire un peu bouger la caméra. Excusez-moi, vous allez voir tout de suite. J'ai besoin de vous montrer quelque chose en concret, même si on est en webinaire. Je voudrais bien être un petit peu pratique aujourd'hui. Et donc, je vais vous montrer un sac de ouate de cellulose ici. Ça pèse 12,5 kg. Et je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dans un sac de ouate de cellulose. Donc, dans le sac, il y a moyen, voilà, ça déménage un peu, mais il y a moyen de gratter la cellulose qui est compactée et de faire des morceaux. Et ici, des morceaux que je peux égrainer avec mes mains. Mais ces morceaux de cellulose ne sont en réalité pas de la cellulose décompactée. Je l'ai juste cassée en morceaux. La cellulose décompactée, ça ressemble plutôt à ceci. Je vais secouer. Ça, c'est la cellulose qui est passée déjà par la machine d'insufflation et qui est bien décompactée. Elle est très légère. Et regardez, je vais en prendre un petit peu dans ma main. Je vais la comprimer pour lui donner une forme. Et regardez, la forme que j'ai faite est conservée. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater? Qu'est-ce qu'on peut comprendre? C'est que les fibres, en tant que telles, sont très légères, mais qu'il est possible de les compacter pour leur donner n'importe quelle forme. Et les celluloses ont vraiment ce qu'on appelle un effet accrochant. Je reprends par exemple ici le panneau de cellulite que j'ai montré tantôt, le panneau de sous-toiture. Je prends quelques fibres de cellulose que je vais pousser. Et vous voyez que ces fibres de cellulose, ce n'est pas chimique, il n'y a pas de produit de colle ni rien du tout. Les fibres de cellulose, par leur structure, vont permettre de s'accrocher sur le panneau de cellulite. Et donc, de la même façon, les fibres de cellulose, dans un compartiment, vont permettre de s'accrocher les unes aux autres et aux parois du compartiment. Voilà, on peut repasser en mode présentation. Et donc, ces fibres qui s'accrochent, c'est vraiment grâce à elles qu'on va pouvoir garantir le non-tassement sur le chantier. On a un bon produit, mais il faut le placer correctement. Et c'est seulement grâce à une machine d'insufflation que vous pouvez faire les 3 étapes. Pardon, les 3 étapes, à savoir décompacter le produit, le casser en morceaux et le souffler dans le compartiment pour qu'il soit bien compacté à la bonne forme. Et ces fibres qui s'enchevêtrent, c'est ça la garantie de non-tassement. Évidemment, l'entrepreneur utilise sa formation et son expérience pour garantir un bon placement du produit. Et sur le chantier, il va pouvoir faire des contrôles. Alors, on parle de densité en ouate de cellulose parce que la ouate de cellulose, en dessous d'une certaine densité, le matériau ne va pas tenir. Et donc, les prescriptions de pose données par Isoproc et par tous les fabricants de ouate de cellulose donnent des densités minimales, des kilos par mètre cube. Vous voyez ici l'entrepreneur qui va prendre un échantillon pour contrôler la densité à un endroit dans le compartiment. L'entrepreneur va aussi réaliser un comptage des sacs qui lui permet de savoir la densité moyenne sur l'ensemble de plusieurs compartiments ou l'ensemble de la toiture.
Alors, la formation est très importante. Vous savez que la boîte de cellulose se place une fois qu'on a terminé les couches étanches à l'air et étanches au vent. Et donc, on travaille à l'aveugle. C'est pour ça que 3 jours de formation sont nécessaires chez Isoproc pour obtenir l'agrément de placeur de boîte de cellulose. On va avoir une journée de théorie pendant laquelle on aborde tous les aspects des caractéristiques techniques du produit, du comportement en feu, plus rapidement, de façon plus complète que ce que j'ai fait avec vous aujourd'hui. On aborde aussi les calculs de la densité, comment on calcule la densité, comment placer le produit, et on termine la formation par 2 journées de pratique. Vous voyez qu'il y a notre centre de formation ici, avec tous des compartiments de différentes formes, de différentes tailles que l'entrepreneur va pouvoir insuffler et avec lequel il va pouvoir construire son expérience de soufflage. Donc, une fois que le compartiment est insufflé, l'entrepreneur va pouvoir ouvrir le compartiment et constater si l'insufflation est de bonne qualité. Et donc, ces 2 jours de formation assez intensifs sont vraiment nécessaires pour que l'entrepreneur, sur chantier, puisse garantir un bon résultat. Sur chantier, ce qui est rassurant aussi, c'est que la boîte de cellulose, si on n'a pas mis assez de densité, on peut toujours corriger. Donc, dans la mesure où l'entrepreneur est consciencieux et fait des contrôles, il peut toujours, s'il constate qu'il y a une erreur, il peut toujours améliorer et rectifier l'erreur. Voilà. Donc, on a vu que la cellulose est un matériau qui a fait ses preuves. Pourquoi? Parce que c'est un matériau très ancien, qu'il est produit ici en Belgique avec des tests qualité quotidiens très exigeants. Il a une bonne résistance au feu, qui résiste au tassement. Il y a une garantie qui est donnée et qu'il est placé par des professionnels qui sont formés sérieusement. Maintenant, passons au remplissage intégral dont je vous ai parlé en début. Avant de vous montrer le remplissage intégral, je voudrais vous montrer des choses que vous voyez peut-être de temps en temps sur chantier. Un remplissage non intégral. Vous voyez ici clairement des matelas de laine de verre qui ont été posés à la main et on voit les interstices. Si vous vous demandez si le produit va tasser, non, le produit ne va pas tasser, mais le produit est déjà tassé, c'est-à-dire qu'il y a déjà des grosses couches d'air, des gros interstices, des grosses fentes dans l'isolant. C'est pas bon. Vous placez les matelas par l'intérieur dans une structure ossature bois, un plancher ou des murs, des toitures, peu importe. Vous voyez aussi que vous avez souvent cet effet ici de l'isolant qui est poussé sur les côtés pour tenir, justement pour être bien inséré entre les chevrons. Mais tout ceci, ce sont des lames d'air qui vont créer des courants de convection interne, qui vont créer des pertes d'efficacité d'isolant. Et ici, contre le platelage, contre le panneau OSB, on a aussi une lame d'air. Ce n'est pas acceptable non plus. Vous avez ici un dernier exemple d'un matériau qui est un très bon matériau. Ce sont des matelas de laine roche. C'est un excellent produit. Mais comment bien le placer? Vous comprenez directement, vous vous souvenez du graphe que j'ai montré en tout début de formation, le premier graphe, où on voit l'écart entre les performances théoriques et les performances réelles. Eh bien là, c'est évident que les performances théoriques, que ce soit en thermique, en acoustique, en feu, ne sont déjà pas là, ne sont déjà pas présentes au début de la vie du bâtiment. Et donc, c'est bien ça qu'on va regarder avec la boîte de cellulose. On va regarder le remplissage intégral. Comment va-t-on pouvoir garantir un remplissage intégral? La solution, la clé, le secret de la boîte de cellulose, c'est que c'est un matériau insufflé. Là, vous avez une photo d'une machine qui date de 1926, une machine très ancienne. Dès le début, la cellulose était insufflée. La machine est utile et est même indispensable. Alors, ça, c'est une machine moderne, si je peux dire. Dans la machine, on va casser la cellulose en morceaux. Ce que j'ai fait tout à l'heure à la main en égrenant le matériau, c'est possible, mais la machine va le faire plus efficacement. On va donc casser la cellulose en morceaux dans la machine. Ensuite, on va utiliser des tuyaux pour transporter la cellulose, évidemment, mais aussi pour décompacter, pour obtenir que toutes les fibres soient parfaitement détachées les unes des autres, qui va permettre qu'avec la machine dans le compartiment, les fibres soient remises vraiment bien enchevêtrées les unes dans les autres. Et c'est ça qui va garantir le remplissage intégral. Vous voyez ici une ossature. Imaginez un peu le nombre de formes différentes, le nombre de découpes qu'il faudrait faire si vous travaillez avec des matelas.
c'est quasiment impossible à réaliser correctement. Et donc, le problème n'est pas tant d'avoir un bon produit, mais d'avoir un bon produit qu'on peut bien placer. Vous voyez même sur cette photo, si vous regardez attentivement, que les chevêtres n'ont pas la même épaisseur que les chevrons. Et donc, on a ici une épaisseur d'isolant qui peut être continue. Pour la boîte de cellulose, ça ne pose aucun problème pour un bon remplissage. Un bon remplissage, c'est ceci. Et comment va-t-on pouvoir garantir le remplissage? Je vous l'expliquais par l'enchevêtrement des fibres, par le fait que le matériau est éprouvé depuis plus de 100 ans, par l'entrepreneur qui a suivi une formation très sérieuse et enfin, quatrièmement, c'est garanti par le contrôle que l'entrepreneur peut faire. Je vais vous montrer quand même en réel un petit film qui vous montre comment un compartiment se remplit de cellulose. Alors, c'est un film qui est de moyenne qualité, excusez-moi, mais qui va quand même bien pouvoir vous montrer comment ça se passe, le remplissage d'un compartiment. Donc, vous voyez ici un compartiment dont la face avant est un plexiglas et vous avez la personne qui insuffle le compartiment qui se trouve derrière. Vous voyez ici le tuyau d'insufflation et vous distinguez en bleu, si vous regardez bien, vous distinguez en bleu un obstacle. Donc, c'est un conduit d'évacuation qui a été mis dans le compartiment pour vérifier qu'on sait insuffler même des compartiments avec des formes très compliquées. Vous voyez bien ici, dès le début, excusez-moi, il y a toutes des publicités. Vous voyez bien ici, dès le début, l'obstacle qui est en plein milieu du compartiment. Vous voyez le trou d'insufflation, vous voyez le caisson le tuyau qui est introduit dans le caisson. Et vous allez voir, la cellulose est introduite en continu par la machine d'insufflation. La machine d'insufflation va faire deux choses. Elle va d'abord remplir le caisson et elle va aussi compacter. Donc ici, vous avez bien le caisson qui se remplit, le tuyau est toujours en bas, mais la cellulose est légère, elle se laisse transporter par l'air, elle monte, vous voyez que ça vole, pas de problème. La première chose que fait la machine, et la deuxième chose que fait la machine, vous allez le voir, elle va compacter le matériau. Une fois que le matériau léger est mis en place, se trouve dans tous les interstices, il va être compacté par la machine d'insufflation. Voilà, c'est le moment de tirer le tuyau. Ça remplit, ça remplit. Ça va commencer à passer bientôt derrière l'obstacle que vous voyez. Trekken, hè? Waarom trekt hij niet? Trekken, hè? Malgré le fait qu'il y ait un plexi, ça reste un petit peu mystérieux, c'est-à-dire qu'on ne voit que ce qui se passe en surface derrière le plexiglas. En réalité, la matière continue à sortir de façon constante et quand on ne voit pas de remplissage visible ici sur le plexiglas, c'est que la matière est compactée par la machine. Vous voyez bien la vitesse là, vous voyez un foyer à la sortie du tuyau. Les flocons sont soufflés, soufflés, soufflés. Dès qu'ils peuvent s'échapper, ils s'échappent, ils vont remplir tous les petits compartiments, toutes les petites fentes. Et là, on est plus en phase de compactage. Voilà. On compacte jusque derrière le tuyau. Voilà. Et donc, ce remplissage intégral, il est vraiment indispensable. Je reprends ici une petite illustration du CSTC qui vient de la norme sur l'étanchéité à l'air dans les bâtiments, qui vous montre un peu les risques que vous pouvez avoir si vous avez des fentes, comme on a vu avec certains matelas qui ne sont pas placés, qui ne remplissent pas intégralement le compartiment. Vous avez des fentes où l'air peut circuler et donc diminuer le pouvoir de l'isolant. Donc, je rappelle quand même brièvement, parce que c'est très important, et comme ça ici, j'ai un schéma pour vous le montrer. Vous avez du côté intérieur une couche d'étanchéité à l'air qui doit être totalement
ne laissez passer aucune fente d'air, aucune fuite d'air. Vous avez un remplissage intégral du compartiment pour éviter justement les courants d'air qui perturbent l'isolant. Et vous avez à l'extérieur une étanchéité au vent qui va permettre que le vent extérieur ne pénètre pas non plus dans l'isolant. Et c'est ça qui va vous permettre, ce concept de bâtiment, ce concept de paroi, va vous permettre d'éviter les pertes de chaleur, d'éviter les tassements et d'éviter les dégâts constructifs. Voilà, passons maintenant à des aspects encore plus pratiques de la ouate de cellulose qui vont vous montrer que c'est vraiment un matériau moderne. Vous avez ici une illustration d'un chantier où l'entrepreneur est arrivé avec sa camionnette blanche avec la remorque qui contient les sacs de ouate de cellulose. Et vous voyez, la photo est petite, mais c'est parce que le bâtiment est grand. Vous voyez que le tuyau court le long de la façade et arrive en réalité au 13e étage. L'entrepreneur laisse la machine en bas, laisse les sacs de cellulose en bas, et c'est la machine qui va faire tout le trajet de transporter le matériau isolant. Donc, c'est moderne. Il ne faut pas transporter des matériaux isolants dans une nacelle, dans une grue, dans un ascenseur, à la main, que sais-je encore. Le matériau isolant va être transporté par la machine. Vous avez une autre illustration ici d'un bâtiment où on a insufflé au 7e étage. Et vous voyez aussi le tuyau qui court, ici le tuyau rouge, qui serpente le long de l'échafaudage. Et il n'y a pas de manutention inutile. L'entrepreneur, lui, va monter avec le tuyau, avec l'extrémité du tuyau et la télécommande. Et vous voyez ici l'entrepreneur qui travaille à son aise sur une petite plateforme. Il n'y a aucun matériau qui traîne, il n'y a pas de cutter, il n'y a pas de table de découpe. Le plafond se trouve à 4 mètres de hauteur et ça ne pose pas de problème. On va simplement introduire le tuyau dans le compartiment et on va remplir le compartiment. Il n'y a pas de chute avec la ouate de cellulose, c'est-à-dire que des morceaux de plaques, des morceaux de panneaux, ça ne se met pas dans un container. Je reviens à la dia précédente pour vous montrer. Ici, les deux entrepreneurs sont en train d'insuffler. Il y a deux machines d'insufflation. Et vous voyez, au sol, il y a extrêmement peu de cellulose qui est tombée. Et donc, il y a très peu de pertes. On ne passe pas son temps à ramasser des déchets, à les mettre dans des containers, à payer pour évacuer les containers. Avec la ouate de cellulose, ça n'arrive pas. S'il vous reste un petit peu de cellulose qui est tombée par terre, vous la récupérez et vous l'utilisez pour le chantier suivant. Les sacs qui ne sont pas utilisés, parce que vous avez prévu de la marge et il vous reste quelques sacs de cellulose, vous les reprenez et vous les utilisez aussi au chantier suivant. Il n'y a pas de problème d'épaisseur parce qu'avec un seul sac, vous pouvez faire toutes les épaisseurs, toutes les largeurs, toutes les profondeurs et toutes les formes. En ce sens-là, c'est moderne. On ne perd pas de temps à avoir du stock, à avoir des hangars pleins de bouts d'isolant de toutes les tailles et de toutes les formes. Alors, on va passer maintenant à l'application de la ouate de cellulose. En fait, l'application n'est pas infinie, mais elle est quasiment infinie. Il y a certains cas particuliers que je vais commencer par vous expliquer tout de suite, qui sont des cas dans lesquels Isoproc déconseille d'utiliser la ouate de cellulose. Et ces cas-là, c'est les cas où il y a trop d'humidité. Si vous avez par exemple un plancher qui se trouve en dessous du niveau du sol, un plancher de rez-de-chaussée, et que vous n'êtes pas sûr, vous ne pouvez pas garantir à 300% qu'il n'y aura jamais d'humidité dans le sol, ne mettez pas de ouate de cellulose. Si vous avez la coulisse d'un mur creux, et vous savez que la coulisse du mur creux, c'est un endroit qui est très humide, vous ne mettez pas de cellulose. Dans tous les autres cas de figure, vous pouvez vous permettre de mettre de la ouate de cellulose. En réalité, la cellulose a un comportement hygrothermique qui est très similaire au bois. Vous voyez ici une structure en bois. La cellulose va se comporter par rapport à l'humidité de façon très similaire au bois. Et donc, partout où vous pensez que vous pouvez installer des chevrons, faire un chevronnage, faire un voligeage, faire un plancher ou une cloison, partout où vous avez une cloison en bois, vous pouvez souffler la ouate de cellulose. Donc, vous avez ici une charpente qui a l'air très facile. Vous pourriez dire, mais cette charpente, je vais l'isoler avec des matelas, ça va très bien se passer. Mais dès le début, vous avez ici, vous voyez une fenêtre de toiture et vous devinez que le compartiment ici, en dessous de la fenêtre de toiture, va être compliqué à remplir. Il y a déjà une forme en biseau, c'est pas si évident. Et donc, on peut compter sur la ouate de cellulose pour insuffler ce genre de structure. Je reprends mon image de tout à l'heure.
toutes les formes, même le petit compartiment ici en triangle, peut être rempli avec de la ouate de cellulose. Comment va-t-on placer la ouate de cellulose dans les bâtiments? La première technique, c'est d'utiliser le tuyau d'insufflation, comme je vous ai déjà montré. Et donc, on a introduit le tuyau tout au fond du compartiment et on insuffle. La deuxième technique, c'est d'utiliser une tête d'insufflation, qui est un dispositif qu'on va cliquer, qu'on va clipser sur le panneau OSB et on va insuffler du haut jusqu'en bas. La troisième technique qui est très répandue de nos jours, de plus en plus répandue, c'est l'aiguille d'insufflation. L'avantage de l'aiguille d'insufflation, c'est qu'elle est très rigide et qu'elle permet d'aller vraiment, dans les cas des compartiments qui sont compliqués, vraiment garantir l'insufflation jusque dans les coins, jusque dans les détails. L'aiguille d'insufflation, c'est aussi l'accessoire que tous les entrepreneurs consciencieux ont avec eux dans la voiture, parce que si vous insufflez trop peu de cellulose, avec une aiguille, vous pouvez recompléter et rajouter la cellulose manquante. Alors, avec la cellulose, on fait tout, je vous ai dit, il n'y a presque pas de limitation. Vous voyez ici un bâtiment de 20-30 étages, c'est la tour de police à Charleroi, qui a été construite en ossature béton armé. Et tous les remplissages des murs ont été faits avec des caissons préfabriqués qui ont chacun été insufflés de ouate de cellulose. Donc, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite pour la machine pour insuffler. Il n'y a pas de limite d'épaisseur quasiment. Et donc, la ouate de cellulose est très polyvalente. On a un autre cas ici, c'est l'espace sous toiture d'une maison, d'une école dans la région de Mons. Et vous voyez que le plancher n'étant pas utilisé, on a choisi de déposer simplement la cellulose au sol. On a aussi des travaux de rénovation. Vous voyez ici l'isolation d'une ancienne maison par l'extérieur. Donc, on applique une structure et puis un bardage ou ce qu'on souhaite appliquer comme finition. Et ce genre de travaux ici peut aussi être fait avec de la ouate de cellulose, il n'y a aucun problème. Maintenant, je voudrais vous parler de deux types de construction particulières. Le premier, c'est la toiture plate compacte. Alors, vous connaissez en tant qu'architecte, en tant qu'entrepreneur, la toiture plateforme. Je ne parle pas des cas où la toiture plateforme est réalisée en béton, mais je parle des cas de plus en plus courants où la toiture plateforme est réalisée avec une structure en bois. Et donc, regardez le premier petit schéma ici sur la gauche. On a une structure en bois. Dans ce cas-ci, ce n'est pas du bois massif, c'est des profilés E-joist. Vous avez une structure en bois sur laquelle vous placez le platelage. Et d'habitude, en toiture classique chaude, on place un isolant supplémentaire. On place un isolant au-dessus, un isolant en PU ou en PIR. La solution de la toiture plate compacte que propose Isoproc, c'est d'insuffler dans l'épaisseur des chevrons. C'est un mode constructif qui existe depuis plus de 20 ans. Ici, je vous montre un exemple d'un bâtiment à Laken, c'est une crèche. Et le bâtiment existe depuis 20 ans avec une toiture plate compacte sans aucun problème. L'avantage, c'est que vous pouvez utiliser l'isolant biosourcé dans la toiture plate et que vous évitez les isolants synthétiques qui se trouvent au-dessus. Vous avez également un meilleur confort acoustique, vous avez un meilleur confort en été et en l'occurrence, c'est moins cher. La cellulose est moins chère que les matériaux synthétiques. Vous avez ici différentes variantes de cette toiture plate compacte en fonction de la structure. Je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui pour vous expliquer très en détail la toiture plate compacte. Sachez qu'on organise régulièrement des formations sur ce sujet ou des webinaires et qu'on a aussi sur notre site internet une fiche technique très complète qui vous donne tous les cas de figure où vous pouvez utiliser la ouate cellulose dans les toitures plateformes. En tout cas, c'est une toiture qui est éprouvée aussi depuis le temps et que beaucoup d'entrepreneurs appliquent sans aucun souci. Voilà, le deuxième cas de toiture qu'on rencontre, rénovation de toiture qu'on rencontre régulièrement pour le moment, c'est ce qu'on appelle la toiture sarking. L'entrepreneur enlève les tuiles, les lattes et les contre-lattes et place par l'extérieur un frein vapeur. L'avantage, il est bien évidemment qu'on travaille tout par l'extérieur, il n'y a aucun impact sur les locaux qui sont utilisés par les
par les habitants et que toutes les finitions demeurent intactes. Alors, ce système constructif, il peut aussi être appliqué avec la ouate de cellulose. Vous voyez ici un frein à vapeur qui a déjà commencé à être placé, un frein à vapeur vert, en l'occurrence de notre fabricant Proclima. Et ce frein à vapeur qui est résistant à la pluie et aux UV et qui peut donc servir pendant la durée du chantier. Qu'est-ce qu'on va faire sur ce frein à vapeur vert? On va appliquer une nouvelle structure. Donc, on va appliquer des nouveaux chevrons, de nouveau des chevrons en bois massif ou des chevrons en profilé en I, des chevrons plus légers, plus faciles à manipuler, avec ou sans rajout d'une panne faîtière. Ça, c'est un petit peu en fonction des cas de figure. Une fois qu'on a placé tout ce chevronnage, on place le panneau de sous-toiture Célite ou une membrane de sous-toiture, mais le panneau de sous-toiture Célite a beaucoup d'avantages parce qu'il va rajouter 2 cm d'isolant et va faire une coupure thermique à hauteur des chevrons. Il va couper le pont thermique qui se passe à hauteur des chevrons. Et une fois que vous avez mis les panneaux de sous-toiture, vous pouvez, par l'extérieur, insuffler l'entièreté de ce compartiment. Et donc, vous avez aussi la possibilité de placer de la ouate de cellulose dans toutes les rénovations de toiture par l'extérieur. On a pas mal d'entrepreneurs qui travaillent avec nos produits et qui utilisent cette méthode depuis longtemps. Un petit avantage supplémentaire d'utiliser cette méthode-là par rapport à la méthode des plaques qu'on met sur la toiture, c'est qu'on a un renforcement de la toiture, on a un renforcement de la structure du toit, on a rigidifié, on a renforcé le toit. Cette solution technique est aussi expliquée en détail sur notre site internet et donc je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur notre site internet isoproc.be. Alors, comme je vous l'ai dit en introduction, Isoproc est attentif à l'impact environnemental des produits qu'il va mettre sur le marché. Et donc, on va s'intéresser à l'impact environnemental. Alors, je ne sais pas si certains parmi vous ont déjà suivi un autre webinaire donné sur la paille par Hugues Descours. Et c'est important de bien comprendre comment on peut attester qu'un produit a un faible impact environnemental. En réalité, il y a beaucoup d'informations qui entrent en jeu. Il y a beaucoup d'impacts environnementaux. Vous avez les impacts sur le réchauffement climatique, les impacts sur l'appauvrissement de la couche d'ozone, l'acidification des sols et de l'eau, les milieux naturels qui sont détériorés, qui sont eutrophisés, l'ozone photochimique, les ressources naturelles, la pollution de l'air, la pollution de l'eau. Vous imaginez un peu que tout ça, ça fait beaucoup d'informations. Alors, je vais faire un petit parallèle avec le calcul PEB que certains parmi vous connaissent. Le calcul PEB, c'est aussi l'idée de dire qu'il y a tellement d'informations, tellement d'éléments qui interviennent sur la performance énergétique du bâtiment qu'il faut, pour aider le concepteur et pour pouvoir faire des choix, qu'il faut arriver à un indicateur unique. Et donc, on va introduire dans le calcul PEB plein de paramètres sur l'étanchéité à l'air, sur l'ensoleillement, sur l'ombrage, sur l'isolation, sur le chauffage, sur les pertes de distribution, etc. On introduit plein de paramètres qui donnent un seul indicateur. Eh bien, on peut faire la même chose au niveau environnemental. Vous avez ici ce qu'on appelle une déclaration produit environnement. Isoproc a été un des premiers à avoir sa déclaration produit environnement. Et ces déclarations produit environnement, tout comme pour le calcul PEB, c'est un ensemble très important de chiffres, des chiffres dans tous les sens. Et donc, c'est impossible, si vous êtes architecte ou si vous êtes constructeur et que vous souhaitez vous renseigner sur l'impact environnemental des produits, c'est impossible de comprendre et de faire ses choix parce que certains produits seront locaux, d'autres seront issus de matières recyclées, d'autres seront avec une énergie grise faible, etc. Et vous pouvez avoir beaucoup d'éléments qui interviennent. In fine, ce qu'il faut, c'est un logiciel et ce logiciel existe, c'est le logiciel Totem. Chaque fabricant peut introduire ses données environnementales produits dans le logiciel Totem et le concepteur, la personne qui doit faire des choix de matériaux, peut comparer deux variantes et savoir laquelle a le plus faible impact environnemental. Je vous montre aussi évidemment ici notre label biosourcé Région Wallonne, mais j'ai déjà expliqué que la cellulose est biosourcée. Et je voudrais continuer en vous expliquant de façon
qualitative, de façon simplifiée. Pourquoi peut-on dire que la cellulose IQ3 est très favorable pour l'environnement? Alors, une chose, ce serait d'utiliser un logiciel totem, mais ça fait beaucoup de calculs et on n'a pas beaucoup de temps en 1 heure aujourd'hui d'expliquer tout ça. Mais donc, la cellulose a plusieurs atouts. Premièrement, la cellulose IQ3 est biosourcée, ça on l'a vu, mais elle est aussi constituée à 90% de matériaux recyclés. La cellulose IQ3 ne génère aucun déchet lors de sa pose. C'est un procédé de production sec, c'est-à-dire qu'on prend un papier journal, on va le déchiqueter, on va le défibrer, on va rajouter les additifs et on va l'empacter. Mais on ne fait rien d'autre, rien de plus que ça, et on va consommer finalement très peu d'énergie. On va produire la cellulose localement et on va la distribuer aussi localement. Il faut savoir que la ouate de cellulose IQ3 est distribuée en Belgique évidemment, puisque c'est une cellulose belge, mais aussi dans les pays limitrophes. Il n'y a pas de cellulose IQ3 qui est distribuée en Angleterre ou en Pologne. On reste dans une logique vraiment de matériaux locaux. On va aussi utiliser dans notre usine à Ciney 100% d'électricité verte et on va même réussir à produire 25% de l'électricité nous-mêmes au moyen des panneaux photovoltaïques sur la toiture. Les produits qu'on utilise comme additifs sont des additifs anorganiques et donc ils ont un impact environnemental très très faible. Par exemple, ce sont des matériaux qui sont tout à fait solubles dans l'eau et qui n'abîment pas, qui n'ont pas d'impact sur la nappe phréatique. La ouate de cellulose va aussi permettre de stocker du CO2 dans le papier journal. Et enfin, la ouate de cellulose convient pour les bâtiments qui subissent des réaffectations. Alors, pour tout ce qui est énergie circulaire, pour tous ceux qui s'intéressent à l'économie circulaire, c'est important de comprendre que la cellulose étant un matériau en vrac, elle est parfaitement adaptée à l'économie circulaire. Vous pouvez la souffler, l'insuffler dans des compartiments et vous pouvez l'aspirer et la réinsuffler. Et vous pouvez faire ce cycle 3-4 fois sans aucun problème parce que la fibre de cellulose est relativement résistante. Elle est solide. C'est une bonne fibre solide. Après, il n'y a pas de limitation technique. Comme tout ce qui est économie circulaire pour le moment, les limitations sont des limitations économiques, des limitations d'avoir suffisamment de personnes qui sont formées pour faire ce travail, de récolter les matériaux et d'avoir de l'endroit pour stocker les matériaux en attendant. Mais au niveau de la réaffectation et de la réutilisation, la cellulose garde toutes ses propriétés une fois qu'elle est réaspirée et qu'elle est réinsufflée sur un autre chantier. Donc, elle est parfaitement compatible avec l'économie circulaire. Voilà, j'arrive tout doucement au terme de la présentation. 1 heure, c'est court et c'est assez intense. J'espère que vous avez su absorber un maximum d'informations. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur l'isolation en boîte de cellulose. J'aurais pu parler d'isolation acoustique, j'aurais pu parler de gestion d'humidité, etc. J'espère que je pourrai vous rencontrer dans un prochain séminaire, un prochain webinaire et même de préférence en vrai, en présentiel. Et je n'ai pas résisté à l'envie de vous montrer une dernière image d'un de nos placeurs de ouate de cellulose qui insuffle une toiture par l'extérieur, puisque je vous ai dit, la ouate de cellulose, on peut l'insuffler par l'intérieur ou par l'extérieur. Voilà, il insuffle la toiture par l'extérieur après avoir fait une rénovation type sarking. Et donc, au niveau de la ouate de cellulose, sachez qu'il y a assez de ouates de cellulose disponibles en Belgique, il y a assez de placeurs de cellulose en Belgique et que nos placeurs de cellulose IQ3 sont prêts à relever tous les défis avec vous et que rien n'est impossible avec la ouate de cellulose. Merci à tous pour votre attention et je vais laisser la place maintenant aux questions-réponses. Bonne question, d'où viennent les journaux? Donc, dans le certificat biosourcé de la région wallonne, les journaux doivent provenir localement, c'est-à-dire d'un rayon maximum de 250 km. Et donc, on a des journaux qui viennent des pays limitrophes.
Après, il faut savoir que pour Isoproc, c'est chouette d'avoir ce label biosourcé région wallonne parce que les matières premières sont locales pour la plupart. Maintenant, ce qu'on souhaiterait faire à l'avenir, c'est d'avoir des filières encore plus locales, de pouvoir aller dans des grandes administrations, dans des grands immeubles de bureaux, chercher les matières premières, les papiers ou les papiers journaux et les récupérer et être beaucoup plus en circuit court. Pour le moment, ce n'est pas possible parce que les filières de réutilisation, de recyclage des matériaux sont des filières vraiment très structurées. Et donc, nous, on achète chez des gens qui vendent du papier journal en ballot. Au niveau international, il y a des Chinois qui peuvent acheter à nos fournisseurs, il y a des Allemands qui peuvent acheter à nos fournisseurs, et nous aussi, on achète des papiers journal. Et donc, le défi suivant pour Isoproc, maintenant qu'on a une usine en Belgique et qu'on est vraiment bien ancré, c'est d'essayer d'arriver à des circuits beaucoup plus courts, à la limite que les gens puissent venir donner leurs papiers journaux ou leurs déchets papier propres, à la limite qu'on puisse avoir des filières de recyclage qui sont directement reliées au parc à containers en région wallonne. Ça, ce serait le grand rêve et on y travaille. Question suivante. Alors, le coût de la pose à la boîte de cellulose, c'est vrai que j'ai été assez mystérieux et j'ai fait exprès, mais je peux vous donner des coûts maintenant. C'est toujours compliqué, évidemment, parce qu'on ne sait pas l'accessibilité du chantier, on ne sait pas s'il y a un grand chantier, un petit chantier, etc., etc. Mais je vais prendre un cas de figure tout à fait classique. Je vais prendre une toiture de 100 mètres carrés qui doit être insufflée en ouate de cellulose et vous mettez 25 cm de ouate de cellulose. Eh bien, vous pouvez partir dans votre première estimation de coût. Évidemment, moi, je ne vais pas faire un devis à la place d'un entrepreneur, mais vous pouvez partir sur une estimation de coût de l'ordre de 20 € du mètre carré pour l'insufflation de l'isolant, c'est-à-dire le matériau et le placement. Voilà, 20 € par mètre carré pour 25 cm pour une toiture de 100 mètres carrés, on va dire. Voilà. Merci. Alors, si c'est une très bonne question, sa question technique. Si vous mettez une brique de parement devant une ossature bois, vous avez alors en formation normalement je prends mon crayon et j'écris au tableau, mais je n'ai pas de tableau ici. Mais si vous avez, je vais vous répondre en faisant des gestes. Si vous avez une ossature bois et puis vous avez un vide et puis vous avez une brique de parement. L'ossature bois est fermée à l'intérieur, évidemment, à l'intérieur par une étanchéité à l'air, des panneaux d'OSB ou des membranes, et à l'extérieur, elle est fermée par un panneau qui est étanche à la pluie, comme un panneau, par exemple, Célite. À ce moment-là, la ouate de cellulose ne sera pas en contact avec la brique de parement. On garde le vide. Et donc, les cas de figure où on ne peut pas placer de cellulose dans la coulisse, c'est quand on fait une isolation de la coulisse, l'isolation du mur creux. Et donc, l'isolant est contre la brique de parement. Mais en ossature bois, il n'y a pas de problème. On insuffle l'ossature en cellulose. Il y a un espace qui est ventilé. Et puis, la brique de parement à l'extérieur. Merci pour cette question. Alors, attendez, je bouge ma caméra parce que… Alors, pour les toitures Sarking, comment est fixé le frein à vapeur au nouveau chevron? Alors, en toiture Sarking, en fait, le frein à vapeur ne doit pas être fixé au nouveau chevron. Si vous vous souvenez l'image avec le frein à vapeur vert, le frein à vapeur va surtout être connecté sur les rives et en pied de toiture. Il faut arriver à le connecter en pied de toiture sur le plafonnage ou sur le mur, ou en tout cas un raccord qui est bien étanche à l'air. Et il y a toutes sortes de produits qui permettent de faire ces raccords, même si les raccords font des pauses en créneau, il n'y a pas de souci. Donc le frein à vapeur, on le raccorde vraiment du côté intérieur, sur le pied de toiture, sur les rives, et au fait, on le raccorde les deux freins à vapeur les uns aux autres. Ensuite, les nouveaux chevrons vont être placés par-dessus le frein à vapeur. Et si le frein à vapeur est percé juste à l'endroit de la vis, ce n'est pas un gros percement qui va poser des problèmes. Et donc, les nouveaux chevrons sont placés au-dessus du frein à vapeur, soit en pose libre, soit en pose accrochée, comme j'ai expliqué, pour un peu rigidifier la structure. Après, la sous-toiture, elle est posée sur le chevron, encore plus
plus haut, et puis on insuffle. Voilà, j'espère que ma réponse est claire. Sinon, n'hésitez pas à mettre une deuxième question, une sous-question. Alors, ça, c'est une bonne question. Comment isoler la toiture si la sous-toiture existante n'est pas étanche à l'air? Alors, il y a deux choses. Il y a plusieurs cas de figure et donc je vais en parcourir quelques-uns, sachant que ce n'est peut-être pas la question, le cas concret auquel vous pensez. Mais si vous avez une sous-toiture qui est, par exemple, en panneaux de menuiserie, ce sont des panneaux en fibrociment, qui sont des panneaux de 3 mm qui sont posés les uns sur les autres. Et ces panneaux, à hauteur du raccord, ne sont pas étanches, c'est-à-dire que vous voyez souvent une fente de 1, 2, 3, 4, 5 mm. À ce moment-là, vous pouvez très bien, par l'intérieur, avant d'isoler, mettre des membranes sur le raccord entre les panneaux de menuiserie. À ce moment-là, vous avez une sous-toiture qui est étanche à l'air et vous pouvez mettre votre frein à vapeur et insuffler la boîte de cellulose. Si vous avez, dans un autre cas de figure, une sous-toiture existante type sous-toiture souple, alors il faut être bien attentif à vérifier d'abord que la sous-toiture est bien adaptée à l'insufflation, parce qu'il y a certaines sous-toitures anciennes qui sont de type plastifié, même si c'était des sous-toitures micro-perforées, c'est pas ça l'important, c'est que si la sous-toiture est plastifiée, il faut qu'elle résiste à l'insufflation. Et donc, si je vous montre ici, vous avez une sous-toiture, vous allez insuffler par en dessous, et en fait, la sous-toiture va être légèrement bombée parce qu'il y a la force de l'insufflation, le matériau est compacté dans le compartiment. Et donc, en fonction des sous-toitures, vous pouvez déterminer si la sous-toiture convient ou pas pour l'insufflation. On a sur nos prescriptions de pose les valeurs exactes de résistance à la traction, de résistance à l'allongement que les sous-toitures doivent respecter pour pouvoir être insufflées. Et dans le cas où ça ne fonctionne pas, il y a des systèmes alternatifs qui permettent de mettre un isolant en matelas et puis un nouveau frein à air, un nouveau pare-air et d'insuffler quand même une partie de la sous-toiture. Mais là, j'entre dans des considérations qui sont vraiment très techniques et vous ne devez pas hésiter à nous envoyer vos questions sur notre helpdesk technique chez Isoproc. On a un helpdesk technique qui s'appelle technical@isoproc.be. Vous trouverez ça sur notre site internet. Et donc, envoyez des photos, envoyez des schémas, envoyez des questions et on va répondre à ces questions, à ces cas particuliers. Merci. Alors, bonne question. Je vois qu'il y a beaucoup de techniciens parmi vous. Faut-il placer un frein vapeur sur la brique existante? Alors, si la brique existante d'un bâtiment qu'on isole par l'extérieur, si la brique existante, il y a soit à l'extérieur, soit à l'intérieur, une couche qui est suffisamment étanche à l'air, donc un plafonnage qui va empêcher le passage de l'air, un plafonnage qui n'est pas fissuré ou un cimentage qui n'est pas fissuré, alors on peut considérer que la maçonnerie existante est suffisamment freinante à la vapeur. Et dans ce cas de figure-là, on n'est pas obligé de mettre un frein vapeur avant de mettre un chevronnage, comme on a vu sur le pignon qui était isolé. On n'est pas obligé de mettre un frein vapeur avant de mettre le chevronnage et de mettre l'isolant. Et donc, ça dépend vraiment de l'état du mur existant. Voilà. Merci. Alors, l'huile de lin dans la boîte de cellulose, elle sert à colmater les toutes petites particules. Donc, il faut savoir que dans le processus de production de la boîte de cellulose, évidemment, on va déchiqueter du papier journal, on aura toutes sortes de fibres. On a des aspirateurs sous forme de vortex qui vont éliminer les poussières parce que la poussière ne fait pas partie de l'isolant, la poussière ne sert pas à isoler, la poussière ne participe pas à la résistance au tassement et la poussière ne fait qu'alourdir le produit. Donc, on va évacuer les poussières dans le processus de production, mais on ne sait pas éliminer entièrement les poussières. Et donc, les quelques poussières qui restent, on va les colmater, on va les rendre adhérentes à d'autres fibres grâce à l'huile de lin. Et les fibres de boîte de cellulose, c'est important qu'on ait une gamme de fibres qui va de la fibre longue, fibre moyenne, fibre courte et qui s'arrête avant la poussière, mais qu'on ait bien toutes ces gammes de fibres justement pour avoir
une très bonne répartition dans les petits coins et dans les interstices qu'il faut remplir. Merci. Alors, que se passerait-il si des nuisibles arrivent à s'introduire dans un caisson? Alors, il faut comprendre deux choses. D'abord, il y a l'accessibilité du caisson et puis il y a qu'est-ce qu'il y a dans le caisson. L'accessibilité du caisson, ça c'est très très important. C'est de dire qu'il faut concevoir des compartiments. Et là, je parle que vous travaillez avec la boîte de cellulose ou avec autre chose, mais il faut concevoir des compartiments qui soient totalement inaccessibles, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de fuite d'air. Il faut savoir que les rongeurs, quand ils sentent qu'il y a une fuite d'air, qu'il y a un passage d'air à travers une paroi, c'est là qu'ils vont aller gratter. S'ils ne sentent rien du tout, il n'y a pas de raison qu'ils aillent creuser là plutôt qu'à un autre endroit. Donc, cet aspect des nuisibles, des rats et des mulots, etc., ça correspond à ce qu'on explique dans notre formation et je peux vous expliquer en détail, ici, en rapide aujourd'hui, sur l'étanchéité à l'air et l'étanchéité au vent. Et ces deux couches, intérieure et extérieure, sont vraiment indispensables pour le fonctionnement de l'isolant, mais aussi, par exemple, pour éviter des nuisibles. Alors après, si quand bien même le rat ou le mulot arrive à s'introduire dans le caisson, que ce soit du polyuréthane, que ce soit la laine de verre ou de la ouate de cellulose, dans tous les cas, ce sont des matériaux qui sont friables parce que les isolants sont tous légers. Et donc, il y a une possibilité qui n'est pas exclue à 100% que le rongeur puisse creuser à l'intérieur de l'isolant. Après, c'est l'intérêt de mettre du sel de bord, qui est justement un produit qui est désagréable pour les animaux et qui va leur donner envie de partir. Donc, jusqu'à présent, pour toutes les constructions qu'on connaît en Belgique, de 1991 pour ce qui nous concerne jusqu'à 2013, c'était avec une autre marque de cellulose, mais maintenant depuis 2013, avec notre cellulose IQ3, on a eu extrêmement peu de retours de chantier. J'ai eu un entrepreneur sur les 6 années qui m'a montré une photo d'une galerie creusée par des nuisibles. Et en l'occurrence, les nuisibles avaient quitté l'endroit. Ils avaient creusé une galerie, mais ils n'étaient pas restés. Donc, en fait, on a surtout un retour d'expérience qui nous montre que les nuisibles, les rongeurs ne vont pas dans l'isolant en boîte de cellulose. Merci. Alors, la boîte de cellulose, effectivement, c'est un produit très intéressant pour l'acoustique. Il y a plusieurs types d'applications pour l'acoustique. Un des aspects intéressants, c'est que la boîte de cellulose est un matériau souple. Donc, tout ce qui est des matériaux souples, ce sont des matériaux qui ne vont pas transmettre le bruit, contrairement aux matériaux rigides. Vous pensez à la peau d'un tambour qui est bien tendue, bien rigide. Vous laissez tomber une petite baguette sur la peau du tambour et ça vous fait, évidemment avec la caisse de résonance, ça vous fait un bruit immense. Vous laissez tomber un bic sur quelque chose, une couverture ou un drap, quelque chose de mou, ça ne fera aucun bruit. Donc la cellulose, grâce à sa structure, je vais peut-être vous remontrer ici le matelas que j'avais dans le petit bac. La cellulose est un matériau qui est vraiment souple. Et donc cet aspect souple, ça va permettre justement d'amortir les ondes de choc, les ondes acoustiques. La deuxième chose qui est intéressante avec la boîte de cellulose, c'est qu'elle a, même si elle est souple, elle a quand même une certaine densité. Et donc, le deuxième principe de l'acoustique, à part d'amortir en faisant un effet ressort, c'est d'avoir une masse importante. Donc, évidemment, un mur en béton va être très isolant pour certaines fréquences de bruit. Et la boîte de cellulose, par rapport à une laine de verre, par exemple, peut avoir une densité qui peut être 2 fois plus élevée et donc 2 fois plus de masse qui va permettre d'absorber les ondes acoustiques. Mais j'espère pouvoir faire un séminaire sur la cellulose et l'acoustique prochainement. Merci. Alors oui, je suis bien d'accord et je comprends votre désarroi sur des messages qui peuvent parfois être contradictoires de la part du CRCC par rapport à la toiture verte compacte.
Donc, si vous allez voir sur notre site internet, vous trouverez la fiche technique détaillée. En l'occurrence, quand on a une toiture qui est végétalisée, on doit rajouter une petite épaisseur d'isolant au-dessus de la toiture plate compacte. C'est ce qu'on appelle chez nous la toiture plate duo. Et dans ce cas-là, ça fonctionne parfaitement. Alors, s'il n'y a pas de couverture par du gravier, s'il n'y a pas de toiture terrasse, s'il n'y a pas de panneau photovoltaïque, s'il n'y a pas de végétalisation, on peut rester sur le principe de la toiture plate compacte. Il faut savoir que oui, le CSTC valide dans certains cas des toitures plates compactes. Après, le CSTC parfois a ses critères d'analyse qui ne sont pas les mêmes critères que Isoproc. Et nous avons notre expérience et nos critères d'analyse. Il faut savoir que les toitures plates que nous, on simule avec notre logiciel tiennent la route et sont durables dans le temps. Et on a aussi, nous, une assurance qui nous couvre en cas de dégâts par rapport à cette toiture plate compacte. Mais jusqu'à présent, sur les au moins 20 ans de retour d'expérience sur la toiture plate compacte, nous n'avons pas eu de dégâts qui soient dus à la composition de la toiture. Évidemment, si vous avez un frein à vapeur qui est mal placé ou s'il y a eu des coups de cutter malheureux ou des passages de câbles qui ne sont pas refermés étanches à l'air, alors là, vous n'êtes plus dans un contexte positif. Vous avez des fuites d'air, l'air entraîne l'humidité et il y a la condensation. Dans tous les autres cas de figure où l'étanchéité à l'air est bien réalisée, vous n'avez pas de dégâts constructifs. Donc, je vous invite vraiment à aller voir sur notre site internet et à poser des questions concrètes. On peut aussi fournir d'autres références si vous voulez et on peut aussi faire des visites de chantier. On peut aussi rencontrer des bureaux d'architectes et donner des explications détaillées sur un temps de midi pour expliquer comment fonctionne la toiture plate compacte. Merci. Alors, bonne question. La hauteur maximale des caissons chez Isoproc, ça dépend de la profondeur. Et donc, on a une limitation sur 4 mètres de hauteur quand le caisson fait plus que 20 cm de profondeur. Tout ça, ça fait partie, si vous voulez, de nos prescriptions de pose qui sont reprises aussi sur notre site internet. Vous avez ce qu'on appelle le tableau de densité. Et vous devez trouver ces valeurs, soit vous m'écrivez un email, soit vous cherchez le tableau de densité. Et donc, dans le tableau de densité, on donne nos conditions limites. Pour un caisson de toiture, il n'y a pas de limite. Un caisson de 45 degrés ou 50 degrés, il n'y a pas de limite. Le caisson peut faire 6, 7, 8, 9 mètres de rampant, il n'y a aucun problème. Par contre, en mur vertical, on a une limitation à 4 mètres. Si le caisson fait moins que 20 cm, comme ça, je vous donne toutes les informations techniques déjà pour votre projet. Si le caisson fait entre 10 et 20 cm, la limite, c'est 6 mètres. Voilà. Mais donc, ça, c'est une question très technique et vous pouvez tout à fait trouver la réponse sur notre site internet, tableau de densité, ou bien vous m'envoyez un email, je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci. Oh, pardon, excusez-moi, ne passez pas à la question suivante. La deuxième partie de la question, c'est le prélèvement d'échantillons est-il valable pour vérifier le tassement? Oui, le prélèvement d'échantillons, il est valable pour vérifier le non-tassement dans tout le caisson. Et c'est là que je suis prêt à vous donner une explication complémentaire sur le contrôle de la boîte de cellulose, si vous êtes architecte ou si vous souhaitez faire que votre architecte puisse contrôler et qu'il y ait un rapport officiel. Il y a des façons de contrôler qui sont tout à fait dans une procédure et qu'on peut appliquer sur un chantier pour avoir, si vous voulez, une attestation qu'il n'y aura aucun tassement. Donc ça, on peut vous aider aussi pour la partie attestation de non-tassement sur chantier. Merci. Voilà, on est arrivé au terme des questions. Je vous remercie beaucoup parce que je pense que le sujet a été abordé dans les détails et que vous avez compris déjà beaucoup de choses quand je vois toute la technicité des questions. Voilà, s'il y a eu des petits dérapages, des petits dans la présentation, excusez-nous, c'est la premier webinaire. On se retrouve bientôt pour un prochain séminaire. Du coup, là, je coupe mon micro et je te repasse la parole. Eh bien, un grand merci Pierre pour cette super présentation, hyper éclairante, très instructive, très intéressante.
Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. On espère que vous avez passé un super moment et que la ouate de cellulose vous a inspiré pour vos projets futurs. Alors, vous pouvez retrouver le replay de ce webinaire sur notre chaîne YouTube ainsi que sur les chaînes YouTube de nos partenaires, sur notre site Internet et sur les sites Internet de nos partenaires. Les adresses s'affichent actuellement sur votre écran. Évidemment, comme Pierre vous l'a proposé, vous pouvez envoyer vos questions s'il y en a d'autres qui vous viennent par la suite, soit de chez Pierre directement, soit de chez nous et Léa, et on fera le relais vers Pierre. Alors, on vous donne rendez-vous le 24 juin à 11 h pour un autre rendez-vous du biosourcé, cette fois-ci sur l'argile, avec Annette Mullender de chez Druide, qui nous expliquera absolument tout sur l'argile. Voilà. En attendant de vous y voir nombreux, on vous souhaite une excellente fin de semaine et un bon week-end sous le soleil. Voilà, bye bye.